Un élément qui m'a toujours amusé dans le cinéma bis, c'est les films avec des titres un peu autres. Alors en vrac, Superman contre les femmes vampires, où il n'est absolument pas question de Superman, Touche pas à mon bignou, le très subtil Les salopes vont en enfer, qui est pourtant un très bon film au passage, Les insatisfaites poupées érotiques du docteur Hitchcock, non pas lui, Karaté à mort pour une poignée de soja, Quand les coltes fument on l'appelle cimetière, Mon curé chez les nudistes, L'attaque de la moussaka géante, Le retour des tomates tueuses, Change pas de main, L'arrière-train sifflera 3 fois, etc. Si beaucoup de ces titres étranges font rigoler, il arrive que certains sortent du lot de par leur lyrisme, pour même atteindre une petite forme de poésie. Car sur le papier, quand on lit des titres comme L'oiseau plumage de cristal, Mais qu'avez-vous fait à Solange, ou Ton vice est une chambre close dont moissolait la clé, il y a plus de chances que l'on soit devant un film potentiellement réussi que si on devait se taper un machin qui s'appelle Le Fureur en folie. Et le film dont il va être question aujourd'hui possède l'un de ces titres étranges qui ne renseignent pas forcément sur ce que l'on va voir, mais donne sacrément envie d'en savoir plus. La Maison Fenêtre qui rit est un film italien réalisé par Pupi Avati et raconte l'histoire de Stefano, un restaurateur d'art chargé de s'occuper d'une étrange fresque murale dans l'église d'un petit village de l'Italie profonde. La fresque, qui représente le martyr de Saint-Sébastien, a été peinte par Legnani, un artiste local qui semblait fou. Mais à peine arrivé au village, Stefano va se rendre compte que le prêtre ne fait rien pour l'aider dans sa tâche, que les habitants ont tous des comportements bizarres et que quelque chose ne tourne définitivement pas rond dans ce foutu bled. En dehors du titre, si j'aime ce film, c'est pour une raison bien précise, c'est que la première fois que je l'ai vu, j'étais totalement incapable de prédire ce qui allait se passer la scène suivante, et j'ai passé 1h40 à me dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Car vous allez vite vous en rendre compte, La Maison Fenêtre qui rit dotait d'une ambiance assez particulière. Toute proportion gardée, le film m'a fait un peu penser à la série Twin Peaks de David Lynch, dans laquelle là aussi un mystère plane sur une petite ville perdue au milieu de nulle part et où les habitants semblent en savoir plus que ce qu'ils prétendent. Je serais d'ailleurs curieux de savoir si Lynch avait vu La Maison Fenêtre qui rit avant de réaliser Twin Peaks, mais je m'égare. Alors toi, tu vois un nain dans un film, hop, Twin Peaks, direct. Olivier, caméraman. Non, c'est juste qu'il y a des similitudes, quoi, donc c'est pas interdit d'y penser. Tu penserais pas comme ça si t'étais un nain. Super, interviens quand tu veux en fait, c'est génial. Avec grand plaisir. La Maison Fenêtre qui rit est un film étrange, et cette étrangeté va aller crescendo au fur et à mesure que l'histoire avance. Par exemple, à chaque fois que Stefano pense se rapprocher de la vérité, on a toujours un élément clé qui va se dérober ou foutre le camp sans explication. Pour renforcer un peu plus le mystère, tous les villageois sont suspects. Le maire qui ressemble plus à un parrain de la mafia qu'à un maire, le prêtre un peu louche, l'alcoolique du coin, le sacristain simple d'esprit ou encore l'institutrice nymphomane. Et les rares personnes qui vont aider Stefano dans sa quête de la vérité vont très rapidement faire les frais. À commencer par son ami Antonio, qui aura à peine le temps de le mettre en garde contre les gens du village et de lui parler brièvement d'une maison fenêtre qui rit. D'ailleurs, qu'est-ce que cette maison a de particulier et pourquoi est-ce que ces fenêtres sont censées rire ? C'est l'une des très nombreuses questions que l'on se pose pendant le visionnage du film. Et si le scénario nous fait douter de tout et de tout le monde, la mise en scène se charge aussi d'accentuer cette impression. À de nombreuses reprises, on sent que quelqu'un épie Stefano. Certains plans sont d'ailleurs conçus spécifiquement pour nous faire douter de ce que l'on regarde. Ici par exemple, est-ce que c'est simplement le réalisateur qui filme Stefano ou est-ce que l'on voit à travers les yeux d'un personnage qui se cache et qui est potentiellement dangereux ? Tout le film fonctionne sur ce principe. Tout ce que l'on croit savoir, tout ce que l'on prend pour acquis, ne l'est en réalité jamais pour de bon. Autre exemple, lorsque l'on voit quelqu'un épier Stefano par une fenêtre, on est surpris quelques minutes plus tard quand on découvre que la seule personne qui vit dans la maison ne peut pas se déplacer, et encore moins aller à sa fenêtre. Puis il y a aussi... Oh ! Quoi ? Tu serais pas en train de spoiler là ? Non, c'est pas... Enfin... Si c'est un spoil, c'est vraiment un tout petit, quoi. C'est pas très grave. Blablabla, t'es sûr ? Je suis sûr. Je préfère ça. Pauvre trou du cul. Le film s'ouvre sur une scène de torture assez graphique, dans laquelle on voit un homme se faire poignarder exactement comme sur la fresque de Legnani, mais on n'identifie jamais le ou les bourreaux, simplement des mains qui entrent et sortent du cadre. Ces minces encore vont revenir à plusieurs moments durant le film, toujours non loin de Stefano, et peuvent être vues comme un symbole de sa manipulation. Comme une marionnette, Stefano n'a aucun contrôle. Il est baladé malgré lui par quelqu'un qui tire les ficelles en coulisses et lui fait faire et voir uniquement ce qu'il désire. Il est aussi intéressant de noter que l'enquête de Stefano avance en parallèle de son travail sur la restauration de la fresque. En gros, Stefano n'aura de réponse à ses questions que lorsque la fresque sera intégralement visible. Mais sa curiosité mal vue par les villageois pose problème. On sait que cette fresque représente un meurtre, et comme on l'a vu dans la séquence d'ouverture, un meurtre du même genre a déjà eu lieu, mais rien n'indique qu'il ne peut pas se reproduire. On pourrait aussi parler de l'importance de la couleur rouge qui revient à plusieurs reprises dans le film, et qui symboliquement n'annonce pas forcément des bonnes choses.
Les couleurs semblaient d'ailleurs être l'obsession du peintre Legnani si l'on en croit son monologue en voix off au début du film. Et puis tant qu'on est dans les mystères, on peut aussi se demander pourquoi faire venir un peintre de loin pour restaurer une fresque, si c'est pour ensuite l'empêcher de travailler. Pourquoi les gens du village refusent tous de parler ouvertement? Pourquoi les seules personnes qui semblent avoir vu des choses sont un alcoolique au regard torve et un type qui louche? Pourquoi des personnes disparaissent sans raison apparente? Pourquoi mon caméraman est un casse-couille? Oh! Pourquoi? Bref, beaucoup d'éléments bizarres et décousus en apparence, mais qui trouveront malgré tout une explication à la toute fin du film. Avant de finir, je vous conseille fortement de regarder le film en version originale sous-titrée. La VF est vraiment pas terrible, et du coup il y a un risque de se focaliser un petit peu plus sur le doublage de merde que sur le film en lui-même. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà bourré ou quoi? Non, pas du tout, non. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai une question. Oui. Finalement, dans ton film, pourquoi elle rit les fenêtres? Ouais, je vais faire une conclusion. Quant à la question que tout le monde se pose, à savoir pourquoi est-ce que ces fenêtres rient, eh ben j'en sais rien. Bravo!